Entre Bamako et Washington, plus rien ne va. Jeudi dernier, les États-Unis ont annoncé une restriction de visa contre 2 hauts gradés de l'armée malienne, tous deux pointés du doigt dans le rapport d'enquête des Nations Unies sur le massacre de Moura. Au même moment, le Trésor américain a annoncé des mesures de rétorsion contre Ivan Maslov, présenté comme le chef de Wagner au Mali. À l'origine de cette sanction, une affaire de transit d'armes pour le front ukrainien dans laquelle Washington accuse Bamako de servir d'intermédiaire. Des accusations démenties par les autorités maliennes à travers un communiqué lu sur la chaîne publique. En plus de la nature infondée des allégations, le gouvernement de la transition dénonce leur légèreté confirmée par le porte-parole du département d'État américain. À titre de rappel, ce dernier a avoué lui-même que, à date, nous n'avons aucune indication que ces acquisitions aient été finalisées ou réalisées. Face à ces accusations, la junte au Mali a appelé dimanche les États-Unis à cesser toute campagne de désinformation contre les autorités de transition dans le pays. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les 3 principes définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef de l'État, et qui guide l'action publique au Mali. Saisissant cette occasion, le gouvernement du Mali rejette avec force l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme pour des visées géopolitiques et dénonce la politique des 2 poids, 2 mesures. Au lendemain des accusations des États-Unis et les restrictions contre le colonel Moustapha Sangaré et le major Lassine Togola, le gouvernement malien s'est dit contrarié. Le ministre des Affaires étrangères a convoqué dans la foulée l'ambassadrice américaine dans le pays à qui il a signifié le mécontentement du pouvoir malien. Bola Ahmed Tinubu succède à Muhammadu Buhari à la présidence du Nigeria. Le nouvel homme fort du pays le plus peuplé d'Afrique, âgé de 71 ans, a prêté serment lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Eagle Square, dans la capitale Abuja. Une investiture à laquelle ont assisté de nombreux chefs d'État africains, comme les présidents Nana Akufo-Addo, Cyril Ramaphosa ou Paul Biya, le président camerounais. Désigné vainqueur des présidentielles le 25 février 2023, malgré des accusations de fraude massive, Bola Tinubu sait qu'il est attendu sur les questions économiques, un domaine qui touche le quotidien de tous les Nigérians, qui savaient le jour de l'élection pourquoi ils allaient voter. Je vais voter, pas seulement voter, mais voter selon ma conscience, précisément. Pourquoi ? Parce qu'il est important que je vote, parce que quand on regarde la situation au Nigeria, les choses ne vont pas bien. Pour ce qui est du secteur de l'éducation, de l'agriculture, des transports et de tous les secteurs au Nigeria, je crois qu'il est grand temps que nous fassions entendre notre voix. Le seul pouvoir que nous avons, c'est notre vote. Alors nous devons voter pour essayer d'améliorer les choses. Pour répondre à ces attentes, Bola Tinubu s'est engagé à réunifier le pays, créer des emplois, investir dans l'agriculture et les infrastructures publiques. Des promesses qui pourraient être vite contrariées tant les défis du nouveau président nigérian sont considérables. 3 mois après son élection controversée à la présidence du Nigeria, Bola Tinubu entre officiellement en fonction. Il a prêté serment ce lundi à l'occasion d'une cérémonie d'investiture à Abuja en présence de nombreux chefs d'État africains. La veille, son prédécesseur Muhammadu Buhari, dans un ultime discours à la nation, a défendu son bilan à la tête du pays et s'est félicité d'une transition pacifique avec son dauphin Bola Tinubu. Mes chers frères, sœurs et amis du Nigeria, aujourd'hui, nous marquons et célébrons une nouvelle transition pacifique du pouvoir, d'un gouvernement élu à un autre, dans notre marche constante pour améliorer et soutenir la démocratie nigériane. Pourtant, dans les rues de Lagos ou encore à Abuja et d'autres villes du pays, le bilan des 2 mandats du président sortant est décrié. Le pays s'est enfoncé dans une crise sans précédent avec une inflation record, une crise sécuritaire profonde et une économie mal en point.
Ce que je vois ici, c'est que les gens n'ont pas de travail, les gens ne vont pas à l'école, les gens dorment sous les ponts. Lorsque le nouveau gouvernement entrera en fonction, il devra changer sa façon de travailler. Les prix des produits sur le marché sont trop élevés. Nous espérons qu'il les fera baisser. Moi, ma sœur cadette et ma sœur aînée, nous dormons parfois dans la rue parce que les prix des transports sont trop élevés. Désormais investi président, Bola Tinubu aura la lourde tâche de remettre le pays sur les rails après 2 mandats marqués par l'explosion de la pauvreté et de l'insécurité. Le nouveau chef d'État, conscient de la mesure des défis, a déjà annoncé ses priorités, la sécurité et la reprise économique. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est en Égypte pour souligner les besoins des personnes fuyant le conflit au Soudan. Lors de ce déplacement, Filippo Grandi a rencontré les familles qui ont fui les combats et trouvé refuge en Égypte. Selon le gouvernement, plus de 153 400 Soudanais ont récemment traversé les frontières. C'est très difficile là-bas. Les combats se poursuivent encore aujourd'hui. Le Soudan a été détruit comme ça. Le déclenchement du conflit en avril 2023 a contraint un grand nombre de civils à fuir, y compris des personnes déjà déplacées à l'intérieur du pays en raison de conflits antérieurs. Filippo Grandi a souligné l'urgence d'aider ces réfugiés et de mobiliser des ressources pour assurer leur protection et leur soutien. Et maintenant, bien sûr, nous devons penser à ces personnes, nous devons mobiliser des ressources pour leur venir en aide, assurer leur protection et leur soutien en veillant à ce qu'elles puissent retourner dans leur pays lorsque cela sera possible. Outre les déplacements internes, plus de 300 000 personnes, dont des réfugiés soudanais et d'autres nationalités, ont fui le Soudan vers des pays voisins ou sont rentrés chez elles dans des conditions difficiles. Mes parents m'ont réveillée pour me cacher des bombardements. Quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'espérais que ce n'était qu'un mauvais rêve. Cette détresse humanitaire du peuple soudanais n'est pas sans en rappeler une autre, qui avait mobilisé et qui mobilise encore tout l'Occident, l'Ukraine, ce que n'a pas manqué de souligner Filippo Grandi. Ça a été possible il y a 1 an et demi pour l'Ukraine. Il y a eu beaucoup d'aide internationale. Peut-on faire la même chose pour aider ces gens, s'il vous plaît? Aujourd'hui, lundi 29 mai, des violents affrontements ont eu lieu dans certaines parties de la capitale soudanaise. Peu de temps avant l'expiration d'un accord de cessez-le-feu qui était supposé apporter un répit à la population et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Gabon, l'opposant Jean Ping recouvre ses droits après 5 ans de privation. L'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2016 a récemment obtenu son passeport ordinaire de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Depuis sa défaite face au président Ali Bongo Ondimba en 2016, Jean Ping était interdit de voyager. Il s'était donc retiré dans sa résidence du quartier Charbonnage où il continue de présider la coalition pour la Nouvelle République, un mouvement politique qui a perdu de son influence depuis qu'il a été mis au banc par ses anciens alliés. Son premier voyage est prévu en France, où il prévoit de réaliser des examens médicaux et de rencontrer ses partisans. Ce voyage en France offre également l'opportunité à Jean Ping de se faire entendre, de maintenir le dialogue avec ses partisans et de rappeler son rôle dans une opposition gabonaise sans leader charismatique à 3 mois de l'élection présidentielle. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué ce lundi une loi anti-LGBT prévoyant jusqu'à 20 ans de peine pour les relations homosexuelles et ce qui ferait la promotion de l'homosexualité. Le vote de ce projet de loi au Parlement le 21 mars avait suscité un tollé international poussant le chef de l'État à demander le réexamen du texte. Yoweri Museveni avait demandé de préciser que le fait d'être homosexuel n'était pas un crime, mais que seules les relations homosexuelles l'étaient. Cependant, à l'encontre de l'avis du président, les parlementaires ont maintenu une disposition faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital, ce qui signifie que les récidivistes sont passibles de la peine de mort, bien qu'elle ne soit plus appliquée dans le pays depuis des années. Cette loi bénéficie toutefois d'un large soutien populaire. Recep Tayyip Erdogan, président sortant de la Turquie, est sorti vainqueur dimanche soir du second tour de l'élection présidentielle, ce qui le laisse maître de la Turquie pour 5 années supplémentaires.
Selon les résultats publiés par la commission électorale, le chef de l'État a obtenu 52,1% des suffrages contre 47,9% à son rival social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, qui a perdu le pari de l'alternance et de la démocratie apaisée qu'il promettait. Mais Kemal Kılıçdaroğlu restera comme le premier candidat à avoir uni derrière lui les anti-Erdogan et forcé le président turc à faire disputer un second tour. La pollution plastique est une bombe à retardement pour l'environnement. C'est le constat dressé par les représentants de 175 pays réunis au siège de l'UNESCO à Paris. Ce lundi, s'est ouverte la deuxième session de négociation sur un futur traité mondial contre la pollution plastique. Il s'agit au fond de poser les briques, si je puis dire, d'un nouveau droit international de l'environnement qui doit nous permettre de construire demain une mondialisation plus juste, qui protège la nature, qui encourage l'innovation au service de la planète plutôt qu'elle ne la détruit. L'urgence de ce traité est à la hauteur de la menace environnementale. Plus de 350 millions de tonnes de déchets de plastique sont générés chaque année à l'échelle de la planète. Sur le plan du changement climatique, à trajectoire constante, le secteur plastique émettra 56 milliards de tonnes de CO2 par an d'ici 2050, soit 10% environ du budget carbone restant pour tenir les 1,5 degrés Celsius selon le GIEC. L'objectif est d'aboutir à l'accord multilatéral sur l'environnement le plus important depuis l'accord de Paris. Une coalition dont fait partie la France défend un texte de haute ambition, mais les États-Unis et la Chine s'opposent à des obligations globales. Le multilatéralisme, c'est pas seulement nous mettre d'accord sur l'horizon à atteindre, c'est aussi nous appuyer sur les expériences et sur les réussites de chacun. Je le dis en ayant une pensée très forte pour le Rwanda et pour son interdiction dès 2008 des sacs plastiques à usage unique. Je le dis en étant convaincu que c'est la somme des initiatives nationales sous la pression de nos opinions publiques et avec l'accompagnement des ONG dont je salue la présence et la mobilisation qui nous permettra d'être ambitieux. En mars 2022, un accord de principe avait été trouvé pour mettre fin à la pollution du plastique dans le monde, avec l'ambition d'élaborer d'ici à la fin de l'année 2024 un traité juridiquement contraignant sous l'égide des Nations Unies. Les négociations se poursuivent jusqu'au vendredi 2 juin. Pour Abdoulaye Mbaye, le constat est alarmant. Sur l'île de Gorée au Sénégal, bouteilles, emballages et autres détritus jonchent les plages. À quelques encablures du port de Dakar, Gorée, d'où sont partis pendant plusieurs siècles des esclaves africains vers les Amériques, est placée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Problème, les visiteurs de ce site historique jettent leurs déchets n'importe où. Chaque jour, nous sommes confrontés à des actes similaires. Les gens jettent des déchets plastiques dans l'île et pourtant il y a 2 poubelles devant chaque maison. Des fois, l'île reçoit près de 1000 visiteurs par jour et ils amènent énormément de déchets plastiques qu'ils laissent sur les lieux. On nettoie tous les jours et chaque 2 jours, on achemine à Dakar 700 à 800 kilos de déchets. De plus, les fréquentes marées hautes ainsi que les fortes vagues emportent les déchets dans la mer. Résultat, les déchets affluent et la pêche devient difficile. Ousseynou Gueye, pêcheur depuis 10 ans sur l'île sénégalaise, voit les poissons se raréfier. Les déchets plastiques ont causé beaucoup de dégâts sur l'île. Maintenant, il me faut aller très loin de l'île, à minimum 3 km, pour espérer trouver des poissons, parce qu'il y a trop de plastique dans les environs qui font fuir les poissons. Pour faire face à cette problématique qui nuit cette île d'environ 2000 habitants, la municipalité de Gorée a mis en vigueur une loi visant à interdire les déchets plastiques à usage unique et jetables comme les pailles, mais en vain. On a d'énormes difficultés avec ces sachets plastiques du moment où c'est des personnes qui viennent et qui n'ont aucune culture environnementale et qui sont sur l'île. On a la visite, soit aussi dans les aires de camping, qui abandonnent leurs déchets plastiques sur place. Et ces déchets-là, s'ils ne sont pas collectés à temps réel, finissent
une partie sur l'océan et vous pouvez même le constater. Au niveau des fonds marins, il y a des sachets plastiques. Dernièrement, la mairie de l'île de Gorée a mis en place un système de tri et de compostage. Le but est de transformer et de valoriser les déchets organiques à travers du compost qui pourra servir à nourrir la flore sur l'île et pourrait même générer des profits en étant vendu à d'autres régions du Sénégal.